Bonjour à tous, auditeurs de La Phase, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis toujours avec Hugo. Salut Hugo. Salut. Aujourd'hui, on s'attaque à un film, un sacré film, même Bugonia, sorti en novembre 2025 et réalisé par Yorgos Lanthimos, avec notamment sa chérie Emma Stone, mais aussi Jesse Plemons et Aidan Delbis. Le pitch, c'est deux jeunes hommes, on pourrait dire esselés, sans famille, de la campagne américaine, qui décident de kidnapper la PDG d'une grande entreprise de pharmaceutique parce qu'ils pensent que c'est une alien responsable de la maladie, notamment de la mère de Teddy, jouée par Jesse Plemons, mais aussi responsable de la destruction des abeilles, de leur famille et de bientôt l'humanité. Ce film, Hugo, d'expérience multisensorielle, j'ai envie de dire. Ouais, on peut dire ça, expérience dans plein de sens, parce que c'est aussi le motif de l'expérience est très présent dans le film. On pourrait dire un petit peu, si je reprends ton pitch et que je le détourne un peu, on pourrait dire c'est un film qui enferme dans la même maison des prolétaires un peu conspi quoi, et une PDG. On les enferme, on va voir ce qui se passe. On va voir comment ils interagissent ensemble. Et on pourrait dire que le film en tant que tel se montre comme une expérience, et c'est un peu la spécialité de Lanthimos, qui fait ça dans à peu près tous ses films. Je vais pas faire sa filmographie en détail, mais ses deux films les plus connus, par exemple The Lobster, c'est un film dans lequel on enfermait les gens célibataires dans un hôtel jusqu'à ce qu'ils tombent en couple. Et s'ils ne tombaient pas amoureux, qu'ils ne se mettaient pas en couple, on les abattait, non, on les transformait en animaux, pardon. Et Pauvre créature, qui est peut-être son film le plus célèbre, bah on faisait l'expérience de mettre un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Donc on pourrait dire que c'est vraiment un cinéaste qui s'intéresse comme ça à la matière scientifique. Et c'est le point commun entre les deux protagonistes du film dont tu as parlé, entre Teddy et Michel, c'est qu'ils sont tous les deux des chercheuses scientifiques, pas au sens littéral, ils n'ont pas le statut de chercheur, mais Teddy fait des recherches sur les aliens, il a un petit labo dans lequel il dissèque des corps d'aliens, il fait des expériences sur son propre corps, il se castre chimiquement, il castre chimiquement son frère aussi, et il va aussi faire des expériences sur le corps de Michel, où il va mettre des électrodes pour voir jusqu'où son corps peut aller dans la réception de l'électricité, et évidemment, Michel, hein, tu l'as dit, elle fait partie dans un labo pharmaceutique, et elle fait des recherches, on comprend, sur le sevrage d'opioïdes, je crois, par rapport à la mère de Teddy. Et donc, la singularité du film aussi, je pense, par rapport à ce motif de l'expérience, c'est qu'on va pas juste observer des corps, on va pas juste montrer les scientifiques comme des observateurs, on va les montrer comme des gens qui font du mal. L'expérience sur la mère de Teddy va mener finalement à son coma. On voit qu'elle n'est pas dans un très bon état, elle va même mourir plus tard dans le film. Et que les expériences de Teddy vont le mener à torturer Michel, vont le mener aussi à tuer d'autres personnes supposément des aliens. Et je pense que nous, spectateurs, on est aussi relativement agressés par ce film. Évidemment, on regarde des scènes de torture, des gros plans, des cris, de la musique un peu agressive et tout. Mais surtout, ça je pense qu'on va le déplier un peu pendant notre analyse, mais on est bousculé quand même pendant ce film. Beaucoup de fois, nos certitudes sont remises en question jusqu'à la fin du film. On croit des choses et ces choses-là, on nous enlève un peu le tapis sous le pied, quoi. D'ailleurs, la résolution du film en tant que telle serait une résolution relativement agressive pour nous, spectateurs humains, vu qu'on va nous éliminer complètement de la carte. Et du coup, je pense qu'on voit un peu le double enjeu du film, c'est déjà faire des expériences scientifiques, faire du film une expérience, c'est-à-dire que, comme tu as dit, il y a un côté expérimental dans le film, c'est multisensoriel, il y a aussi plusieurs registres de plans, on a des plans en noir et blanc, des plans en couleur, plein de registres de musique et de sons différents, et aussi une expérience en tant que expérience de la violence, quoi. Voir en quoi l'expérience en tant que telle est un dispositif violent pour les personnages du film et pour nous, les spectateurs. Oui, les mécaniques violentes sont très froides, ce qui se rapproche au côté scientifique, au côté expérimentation. Des deux côtés, hein, du côté de Teddy et du côté de Michel, qui sont au final qui s'opposent parce que c'est une grande bourgeoise, elle détient les moyens de production. Lui, c'est un prolétaire qui vraiment vit dans la misère, mais ils se ressemblent beaucoup par leur violence froide et mécanique et par leur côté d'expérimentation. Ouais. Oui, t'as dit, il y a un truc évidemment qui sont opposés, et même on a pris vraiment peut-être les deux êtres les plus opposés sur l'échelle sociale. On a la CEO d'une grande entreprise, de l'autre côté on a Teddy qui fait des colis. Et le début du film joue là-dessus, on a un montage alterné. On passe de sa vie à elle à sa vie à lui, et on voit bien qu'elle est dans des grands endroits avec plein de vitres, une sorte
d'abondance un peu avec un design très moderne dans des espaces hyper technologiques, alors que Teddy et Don vivent dans des endroits clos, sans fenêtres. On voit l'entrepôt où ils travaillent et aussi très clos, très restreint, dans des espaces, comme tu as dit, on pourrait dire campagne ou peut-être périurbain, parce que c'est quand même des grandes routes. C'est vraiment l'Amérique un peu cliché aussi, qu'on s'imagine des grands espaces avec un peu rien. Mais on remarque une chose aussi, c'est qu'en même temps que ce montage les met en opposition, on a aussi un parallélisme. Alors déjà, les deux, on voit bien qu'ils vivent dans des espaces clos, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc assez brillant là-dessus, c'est que Michel qui vit dans des espaces avec plein de vitres, donc des espaces ouverts sur le monde, paradoxalement, on voit bien qu'elle vit dans une sorte de petite bulle, dans une petite bulle de l'élite, mais on voit aussi que les deux, ils font la même chose au début. Ils apprennent à se battre. Et là, je trouve une très belle idée, c'est qu'en fait, on va avoir une opposition radicale entre les deux, mais en fait, cette opposition, elle se recoupe par le fait que c'est deux personnes qui apprennent à lutter. Et je crois que c'est aussi une tentative de rendre très concrète ce motif qu'est la lutte des classes. La lutte des classes contemporaine, elle pourrait, aujourd'hui en tout cas, elle pourrait être qualifiée comme un truc un peu abstrait. On n'a pas forcément quelqu'un qui travaille dans un entrepôt pour Amazon, par exemple. Il n'a pas de boss à qui remonter. Il y a des actionnaires invisibles étalés sur toute la planète. Inversement, quelqu'un comme Michel, elle voit pas les victimes de son entreprise. Donc ils vivent dans des mondes très loin les uns des autres. Et donc le film fait le choix de donner une incarnation physique au concept de lutte des classes. Déjà, on va les rassembler dans un même endroit, comme faisait le film Parasite, par exemple. Le film Parasite décide, la bourgeoisie et des prolétaires qui ne se croisent pas, on va trouver un dispositif filmique dans lequel ils vont se croiser. Et deuxièmement, c'est que ça va devenir une lutte des classes. Ce sera pas juste une lutte économique, ça va être une lutte physique, quoi. Dès le début, on nous dit ces personnes-là vont se battre entre eux, ils vont se battre à mort. Et de ce point de vue-là, le film est très lucide socialement, c'est-à-dire que on sait très bien qui sont les gagnants de la lutte des classes. À la fin du film, les trois prolos sont morts. Teddy, son cousin et sa mère sont morts. On pourrait ajouter le flic aussi, qui est aussi un peu un prolétaire à sa manière. Tandis que Michel est bien vivante. Il y a bien eu lutte des classes, lutte physique, et à la fin, comme on sait, c'est souvent les mêmes qui gagnent. Et donc le film se résout, on peut le voir, la résolution du film comme ça aussi. Tu parlais de lutte des classes. Moi, ce qui m'a choqué dans ce film, c'est l'accumulation de toutes les strates d'analyse, un petit peu, parce qu'il y a certes de la lutte des classes, mais il y a plein de choses différentes. Il y a aussi de la santé mentale. Il y a ceux qui sont fragiles et qui sont miséreux et qui, du coup, souffrent de la violence du travail, mais aussi de la violence, par exemple, sexuelle, puisqu'on apprend, ou en tout cas, on découvre par hasard que Teddy s'est fait probablement molester par son babysitter, donc le policier. Il y a aussi les réseaux, les algorithmes qui persuadent les gens, le déni, le fait que Teddy reste complètement persuadé de sa théorie. Et aussi ce cousin, donc Don, qui par affection croit au délire de Teddy. Toutes ces strates-là qui s'enchaînent, on n'a même pas le temps de s'accrocher à une, qu'il y en a une autre qui arrive. C'est ce qui fait un peu, c'est ce qui nous perd aussi dans ce film, en même temps, qui est quand même une belle réussite. Ouais, en fait, c'est assez paradoxal en même temps. Ça l'est pas, mais je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est que c'est un film qui épure énormément. C'est un film très vide. Bugonia, pas dans le sens de ce qu'il se joue dedans, mais dans le sens objectivement, ça a très peu de décors, très peu de personnages. En fait, on a 4 personnages, 3 personnages importants, Don, Teddy et Michel, plus le flic et la mère, mais qui est dans le coma pendant quasiment tout le film. Et alors, je pense que ça pourrait rappeler ce qu'on avait dit sur Sirat sur la tragédie. C'est en épurant qu'on va faire rentrer plein de choses dans notre dispositif. Alors, la tragédie, on la voit déjà par le caractère un petit peu joué d'avance du film. On sait que ça ne peut que mal se finir. Tu enfermes ces personnages-là ensemble dans une cave. Évidemment que ça va finir par une lutte à mort. On comprend d'ailleurs, c'est assez fin psychologiquement, on comprend assez vite que Teddy, de toute façon, à partir du moment où il a fait le geste de la kidnapper, il n'a plus le choix que de la tuer. Et d'ailleurs, Michel le dit dès le début. Elle dit, bon, à partir de maintenant, dès qu'elle se fait kidnapper, elle lui dit, je vais vous expliquer. Là, les trucs qui sont possibles maintenant, c'est la prison à perpétuité, voire pire. Donc en fait, même elle, peut-être involontairement, elle est en train de dire à Teddy, ta seule solution, c'est de me tuer. Tu n'auras pas d'autre solution que celle-là. Et on voit bien que Teddy a des moments de doute et que ce qu'il fait continuer, c'est que de toute façon, il y a no way back. C'est maintenant, le chemin est tout droit jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, on le voit à pas mal de moments, et le film accentue comme ça des dispositifs tragiques. Quand on croise le flic et que le flic dit « je passerai te voir bientôt », on sait très bien que du coup, il va arriver à un moment compliqué et qu'il va encore renforcer le caractère inéluctable de la fin. Mais aussi, le geste tragique, tu l'as un peu dit, c'est que on prend
des trucs hyper larges, des enjeux multiples, la violence sexuelle, la violence économique, la violence de la santé mentale, même la violence chimique, la castration, la drogue. On comprend que la mère de Teddy était une accro à l'héroïne, en tout cas aux opiacés. Mais en fait, ça, on va le resserrer autour d'un enjeu très fixe et même autour d'une affaire de famille. C'est-à-dire qu'en fait, cette grande histoire de lutte des classes ultra contemporaine, elle a aussi quelque chose de très antique, quoi. D'ailleurs, le film joue bien des deux registres, c'est-à-dire qu'en fait, il montre bien que dans le désir du prolétariat, en l'occurrence, de se faire la bourgeoisie, il y a un désir légitime, politique, c'est-à-dire que c'est vraiment une affrontement politique. Il y a aussi quelque chose de l'ordre, encore une fois, tragique, de la vengeance. On revient à un registre vraiment antique, tu sais, les tragédies antiques où c'est beaucoup machin à tuer mes enfants et du coup moi je vais aller tuer ses enfants devant lui, comme ça va être encore pire et une sorte de cycle comme ça de la vengeance. Et le fait qu'évidemment qu'encore une fois les victimes du conflit soient des gens de la famille, je pense que ça joue beaucoup là-dessus aussi. Et d'ailleurs je pense que la scène du dîner, qui est personnellement la scène préférée du film, voilà, qui est brillantissime sur les dialogues je trouve, et au début cette scène-là elle commence par un débat politique, idéologique entre eux, ils débattent de pourquoi les abeilles disparaissent, voilà, est-ce que c'est la faute du capitalisme, est-ce que c'est la faute de juste, c'est la nature, tout ça. Et puis progressivement, la scène dure. Et en fait, on comprend que derrière ce différent politique ultra contemporain, vraiment une question contemporaine située, la mort des abeilles, en fait, c'est une affaire beaucoup plus archaïque que ça. C'est est-ce que tu as tué ma mère ou pas? Et d'ailleurs, il y a une phrase de Teddy que j'adore, il lui dit, quand il commence à arriver là-dessus, il lui dit « Ah, on passait un bon dîner, pourquoi t'as dû arriver sur ces sujets-là ?» Parce qu'évidemment, là, c'est le sujet qui fait mal, et d'ailleurs, à ce moment-là, les mots de Michel lui font mal. Il a une réaction physique à ces mots-là. Même il se battait, on pourrait dire, presque à armes égales intellectuellement avant, puisque elle lui dit non, on n'est pas responsable de la destruction des abeilles. Lui, il dit que si. Et les arguments qui s'opposent sont bons dans les deux cas. En tout cas, c'est un débat qui a du corps. Et à partir du moment où elle attaque cette question de la mère, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus animal. Et Teddy pète un plomb, il monte sur la table, il l'agresse. Tu as dit la question de l'animal, je pense que effectivement cette conflictualité devient une conflictualité bestiale. Il y a un truc dans le film autour du motif de la prédation un petit peu. Alors il y a la prédation au sens métaphorique, que Michel, ce serait une prédatrice à dents longues, quoi, comme on dit dans le langage business, c'est une tueuse. Mais il y a aussi son kidnapping, c'est une scène de chasse. Ils sont déguisés dans un buisson, ils attendent qu'elle passe pour la capturer. Et le combat entre eux, entre Teddy et Michel, est aussi un combat animal, c'est un combat de survie, quoi. Dans le film, on va avoir des images comme ça, des déluges de sang et de boyaux, on va revenir à quelque chose de très primitif, quoi, de la violence. Et je pense que ça, c'est aussi un motif tragique, c'est qu'on va prendre des humains, d'ailleurs, ils vont avoir un dialogue du coup d'humain à humain dans cette scène-là, et puis on va en faire des monstres, en fait. On va voir qu'en fait, ces humains vont devenir des monstres, et là où le film est fin, c'est que certes, ils deviennent de plus en plus des monstres. Par exemple, au début, pour moi, Michel n'est juste une CEO cynique. À la fin, elle va quand même finir par tuer de sang-froid la mère de Teddy, parce qu'évidemment qu'elle sait très bien que Teddy va le tuer d'une façon terrible. Et pareillement, ce Teddy qu'on croit juste un conspi un peu paumé va se révéler être un mec qui tue en masse des gens, enfin qui fait des expériences en masse sur des gens. Mais en même temps que le film en fait de plus en plus des monstres, il nous dit qu'ils le sont depuis le début. Qu'en fait, c'est depuis le début que Michel est impliqué dans des expériences sombres qui met dans le coma la mort de la mère de Teddy. Et c'est depuis le début que Teddy, enfin depuis avant le film, que Teddy est déjà un monstre. Et donc en fait, le film fait vraiment un double mouvement intéressant, c'est qu'il nous montre que ces personnages deviennent de plus en plus des monstres, mais en fait, ils le deviennent pas, ils le sont depuis le début. Et on peut revenir un petit peu à ce truc de dualité, d'opposition en même temps où ils se ressemblent, mais c'est que ce sont deux monstres, mais c'est un monstre froid tout le long, hein. Elle reste quand même elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise ce qu'elle fait, elle manipule extrêmement bien, même après s'être fait électrocuter. Quand elle est à table avec eux, elle est droite, elle est digne, alors que lui, il est tout le temps sur la brèche, quoi. À tout moment, il pète un plomb. Et d'ailleurs, elle est cette froideur qu'elle a. Là où ça nous prend à revers, c'est dans cette scène où lui, après avoir donc injecté à sa mère le liquide de refroidissement et donc l'avoir tuée, il revient en furie dans sa maison pour la tuer. Et elle, au lieu de s'être enfuie, elle a réussi à se libérer, hein. Mais au lieu de s'enfuir, elle est là droite. Et elle reste droite et elle l'accueille droite devant lui. Et là, elle le rechoppe et elle le manipule complètement encore. C'est incroyable. Dans ce que tu dis, puis dans ce qu'on dit depuis le début, je pense que on voit qu'on est dans un film qui est très ambigu de ce point de vue-là, parce que je pense que au début du film, on a envie d'être du côté de Teddy. Parce que vraiment, on les voit, on voit Teddy et son cousin comme des vraies victimes de l'ordre social, et on se dit, c'est des paumés, c'est des victimes du système.
Et inversement, Michelle est détestable. Voilà, le premier plan sur elle. Alors, je précise, Emma Stone est extraordinaire. Je trouve, mais qu'est-ce qu'elle le joue bien. En fait, elle le joue aussi dans une série que je recommande qui s'appelle The Curse, où elle jouait aussi, alors pas une CEO, mais elle jouait aussi une sorte de bourgeoise, enfin un peu déconnectée. Et je pense que le film est très comique sur son portrait, c'est-à-dire que c'est un peu Molière. Elle existe vraiment, ce personnage-là, et le film va juste pousser un tout petit peu les trucs qui sont déjà là, quoi. Par exemple, il y a le moment où elle fait le speech très drôle, où elle dit qu'elle fait une entreprise de la diversité, qu'elle veut vraiment avoir plein de diversité, et puis à un moment, elle dit, ouais, non, mais là, il y a trop de fois le mot diversité, quand même, ce serait bien de diversifier un peu le vocabulaire. Enfin voilà, elle fait des vannes un peu nulles, mais dont on comprend très bien qu'en fait, son truc, c'est qu'elle trouve ça un peu hypocrite, tout ça, et que la diversité est le cadet de ses soucis un petit peu. Et donc, le film va révéler un petit peu l'hypocrisie fondamentale de tout ce vocabulaire-là en poussant un tout petit peu plus loin ça. Pareil, le moment où elle dit à ses employés tu peux partir quand tu veux, sauf si t'as un truc à faire. Voilà. Mais si t'as fini, tu peux partir quand tu veux. Mais si t'as fini, par contre. Tu vois, elle joue complètement sur le truc de la patronne néolibérale où c'est à la fois le salariat cool, mais en même temps, c'est quand même le salariat. Alors, évidemment, encore une fois, je pense qu'une patronne n'a jamais dit cette phrase-là, mais elle le pense. Et le film va juste nous le pousser un petit peu plus loin. Donc là où je voulais en venir, c'est que du coup, Teddy est plutôt montré comme un personnage sympathique, défendable au début, et Emma Stone comme vraiment, voilà, enfin Michelle comme voilà, l'incarnation de ce qui est repoussant et détestable dans le mythe un peu de la businesswoman, de la girl boss, machin. D'ailleurs, au début, le duo, il passe un peu pour des guignols pas très dangereux, tu vois, ils essaient de la capturer, ils y arrivent même pas. Il essaye d'asperger avec sa bombe, peut-être, oui, lacrymo, Ouais. et en fait, il la rate. Parce Oui, et il y a le qu'il est super 50 gag où centimètres elle trop loin, hein. et elle est de dos. Il y a le super, je trouve ça, ce gag est génial. Il l'asperge alors qu'elle est de dos. Vraiment, c'est vraiment les guignols. Ils sont avec des masques de Jennifer Aniston dans Ah oui, c'est Friends. Enfin, vrai. ils sont ridicules. Ils sont deux. Ils sont costauds contre elle. Elle leur éclate la gueule à coups de pied. Enfin, vraiment, ils sont ridicules. Donc, ça nous met de leur côté aussi spontanément, en fait. C'est un peu des charlots. Elle, c'est vraiment la vorace dangereuse. Et puis eux, c'est deux guignols un petit peu paumés. Sauf qu'en fait, hein, déjà, juste après qu'elle se fait kidnapper, d'un coup, musique écrasante, tragique, violon, machin. Scène d'après, elle se fait raser la tête dans la voiture. C'est quand même, bon, un geste symboliquement un peu lourd. Hein. Raser le crâne de quelqu'un, ça nous évoque, je pense, beaucoup de souvenirs pas très heureux, historiques. En tout cas, c'est vraiment un geste un peu dur. Et puis ensuite, on va se mettre un peu naturellement du côté de Michel, du côté de la patronne. Pourquoi ? Parce que bah, même si c'est une patronne terrible, c'est elle qui a un peu le discours de la rationalité à un moment. Elle dit je suis pas une alien. Et nous, on est en mode bah oui, effectivement, t'es pas une alien. Et à l'inverse, en même temps qu'on va se mettre de son côté parce qu'elle va défendre un peu la voie de la raison, on va voir que Teddy est un gros violent. Déjà, il castre chimiquement son frère, déjà. Et ensuite, la scène de torture, qui est quasiment insoutenable. Hein. On était dans la salle, on était beaucoup à être un peu subjugués devant la violence de cette scène-là. Euh, Sauf que, et encore une fois, le film nous retourne aussi, parce que dans le même temps qu'il nous a fait ce nouveau rapport de force, où du coup Michel est la victime et Teddy le coupable, le vrai violent, bah dans le même temps, on apprend que Teddy a été violé par son babysitter. On apprend que sa mère a été mise dans le coma par Michel. Et que Michel, dans le même temps que c'est une victime, certes, elle défend la voie de la raison, mais elle est aussi sacrément odieuse. Hein. Elle a du mépris de classe. Elle me dit moi, j'ai un diplôme en psychologie. Je vais t'apprendre un petit peu ce qui t'arrive. En fait, tu es dans une chambre d'écho, machin. Voilà, elle lui dit à un moment aussi, elle le corrige sur sa grammaire. Elle lui dit peut-être que la grammaire, c'est aussi un truc d'Andromède, finalement. Hein. C'est pas vraiment, elle est, malgré le fait qu'elle est victime, elle reste une femme, la femme odieuse qu'elle a toujours été. Et donc, on n'a pas de repères moraux dans ce film. C'est-à-dire qu'on a un film qui va montrer des confrontations, mais on n'a pas un personnage auquel se rattacher comme étant une sorte de pilier moral, quoi. Peut-être la seule boussole morale qu'il y a un peu, c'est Don, Ce serait Don, effectivement. qui est fragile et qui fait ce qu'il fait par amour pour son cousin, et qui au final d'ailleurs résout tout ça en se donnant la mort. On pourrait dire qu'il fait la seule fuite possible de la tragédie, qui est le suicide. Oui, et la plus digne en plus, entre guillemets, du film, quoi. Effectivement. Il met fin à ses propres jours, quoi. Mais du coup, c'est un repère qui disparaît. Littéralement, on a lui qui est vraiment un peu notre repère moral, mais qui est quand même manipulé par les deux. C'est aussi un repère moral parce que c'est un faible. Il est quand même depuis le début complètement manipulé par Teddy, qui allait jusqu'à le castrer chimiquement. J'insiste, c'est quand même pas rien de castrer chimiquement son cousin. En plus, on comprend que il est un petit peu retardé mentalement, quoi. Ouais. Donc c'est un abus de faiblesse. Il a son cousin qui est un peu manipulable, donc il le force à le suivre dans ses délires.
il l'emmène en tôle, en fait. Il le condamne quasiment à la chaise électrique. Enfin, quand même, il est vraiment manipulé par Teddy. Et ensuite, il est manipulé par Michel, qui va un petit peu le pousser à se retourner contre son cousin et donc à potentiellement emmener son cousin en tôle. Mais au final, il est manipulé par personne puisqu'il décide, Voilà, et il il dit décide, non, je il refuse échappe, tout, je effectivement. refuse tout, tu diras à mon cousin que je l'aime et il met fin à ses jours. Ouais. Non, effectivement, lui s'échappe de cette dualité. D'ailleurs, le film va se resserrer autour de le vrai affrontement qui est entre Teddy et Michel. Le film va s'épurer encore plus. Déjà, on a dit, on commence avec 5 personnages, on finit avec 2. D'ailleurs, les morts vont se faire un peu de manière synchronisée, vu que c'est pendant que Teddy tue le flic que Michel participe au suicide du frère. Donc voilà, le film s'épure d'un coup. La mère meurt juste après. Et donc, mais en même temps, cette relation à deux qui va se jouer, en fait, ce qui s'apparentait à un duel, à une opposition, c'est aussi un peu un duo. On a dit que c'est des personnages qui se ressemblaient pour le truc, pour leur côté scientifique. C'est aussi dans la scène du dîner, encore une fois, qui est vraiment une scène très riche, je trouve. C'est le papa et la maman aussi, non ? C'est-à-dire qu'ils sont autour de la table, ils discutent politique, ils s'engueulent politique, et t'as le petit qui dit « Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il te plaît, je peux aller aux toilettes ?» Dans Tais-toi et mange. Voilà, tais-toi et mange. Pour moi, on est vraiment, cette scène-là est génialement comique là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une opposition entre les deux, mais en fait, ils parlent le même langage, littéralement, Teddy et Michel. Et ce parallèle va se renforcer quand on va comprendre en même temps le degré de violence dont ils sont capables. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en même temps que Michel va envoyer Teddy tuer sa mère, donc elle va quand même, carrément, elle va aller tuer une innocente, qu'elle a déjà mis dans le coma, elle est déjà responsable d'avoir mis dans le coma, elle va la tuer ensuite, dans le même temps, pile au même moment qu'on comprend que Teddy est un monstre encore plus que ce qu'on imaginait. Et donc, c'est à partir de là, du coup, que la scène dont tu parlais, que je trouve super aussi, que le retrouvaille dans la cave va prendre une nouvelle intensité, parce que c'est bon, maintenant, il n'y a plus que ces deux-là. Ça devient vraiment le centre du film. Et c'est assez surprenant, parce qu'on aurait pu s'attendre dans cette scène-là, c'est ce qu'aurait fait un film plus classique, un montage alterné. Teddy revient en vélo, cut, Michel est en train de s'échapper, mais elle galère avec son genou en vrac. Ça, c'est ça normalement la scène du film. Sauf que, comme on a dit, c'est pas un film où on fuit, ce film-là. C'est un film où la seule fuite, c'est le suicide. Ce sera ce que fait Don. Mais sinon, on fuit pas. Et parce que c'est un film qui va, comme dans un western, nous préparer un petit peu le duel final entre les deux. Et on retrouve ce truc, évidemment, qu'on a déjà dit dans la version des rapports de force. Teddy a une carabine, il a la rage au ventre. Michel, elle a un genou en vrac, elle est blessée, elle est désarmée. Et pourtant, c'est elle qui va prendre le pouvoir sur la scène. Pareil, toute petite idée géniale. Teddy descend de l'escalier, elle lui dit « Oh, attention !» pour pas qu'il trébuche sur le corps de son frère. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, elle le préserve d'une certaine manière parce qu'elle veut pas prendre l'ascendant physique sur lui. Elle va prendre uniquement l'ascendant verbalement. Elle est immobile. Puis elle va lui envoyer des scuds à la gueule et Teddy va s'asseoir. Et toute la suite du film, ce sera elle qui sera la metteuse en scène. Elle va dire on fait ci, on fait ça, on va là. Hop, j'appuie sur le truc, tu vas dans le placard. Hop, t'as explosé, c'est fini. C'est-à-dire que c'est elle qui va prendre le pouvoir entièrement sur une logique verbale. Et donc là, on voit en fait sa vraie force, dont on a déjà évoqué, qui va être la force verbale. L'autre a beau avoir une carabine et une bombe, il est complètement soumis à Michel. D'ailleurs, oui, mais c'est assez fou parce qu'elle l'accueille en lui disant aussi Ah, tu as réussi à t'échapper. Et puis elle l'engueule, quoi. Elle l'engueule parce qu'elle lui dit T'as réussi à t'échapper, tu fais vraiment que de la merde, en fait. C'est un peu ça, quoi. Mais en fait, il y a peut-être un truc aussi, c'est aussi un peu sa mère Ouais. pendant le film. C'est sa mère manquante, sa mère qui a disparu du jeu, c'est elle qui a pris sa place. Puis il lui dit Mais t'as tué ma mère. Et elle lui dit Non, c'est toi qui l'as tué. Bah oui, c'est toi qui as injecté le liquide de refroidissement dans son sang. Et puis, et là, elle décide à 100% de jouer vraiment donc l'impératrice alien. Et elle le joue avec brio, forcément. Hein. Là, vraiment, elle lui parle avec autorité. Elle lui explique qu'il a fait n'importe quoi, que elle et son peuple, ce qu'ils font, c'était à la base, ils voulaient sauver l'humanité, mais cette humanité-là est foutue, et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Donc là, elle prend le contrôle total de la situation. Et on se dit, bon, masterclass, elle ment très très bien. Bon, en fait, elle ment pas. Et donc, il y a cette scène finale là où on arrive sur le fait qu'elle est vraiment une alien. Et donc, on se retrouve dans l'espace, dans ce monde je sais plus ce que c'est exactement la race extraterrestre. Les Andromèdes. Les Andromèdes, c'est ça, ouais. Alors ça, bon, Hugo, qu'est-ce qu'on en fait de ça, quoi? Du coup, moi, ce twist un petit peu, vu que c'est vraiment un twist, moi, je suis assez ambivalent dessus. J'avoue que mon premier réflexe, c'est un réflexe de déception. Quand le moment arrive, hein, je parle vraiment quand on se rend compte qu'elle est alien, c'est-à-dire quand elle revient dans le bureau et qu'on sent ah ok, elle retourne dans le placard parce que c'est la nouvelle lune, enfin c'est l'éclipse et donc elle va pouvoir rejoindre son vaisseau.
Moi, j'ai été un tout petit peu déçu pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que c'est le seul moment de retournement du film qui est prévisible. C'est-à-dire que tous les autres traitements qu'on a dit jusqu'à maintenant, hein, je pense, quand même, nous surprennent à chaque fois. Le flic, voilà, plein de choses qui nous surprennent un petit peu constamment dans le film. Et puis celui-là, bon, on peut s'amuser. Je pense qu'on a été beaucoup depuis le début à s'amuser, à se dire que peut-être c'était vraiment l'alien. Et donc, il n'a pas du tout, je trouve, la puissance des autres retournements de situation du film, de la mort de la mère, des découvertes des expériences, machin et tout. Deuxièmement, je trouve que le film est un peu moins bon à partir du moment où il quitte la maison. Je trouve que vraiment tout ce qui se passe dans la cave, c'est brillantissime. Et je trouve que l'Antimos, il est vraiment génial quand il est dans le huis clos, dans l'espace clos, dans un tout petit espace, comme on a dit, expérience. Il met ensemble des gens, comme on mettrait ensemble un rat et une fourmi dans une cage pour voir ce qui se passe quand ils sont dans la même cage. Il est vraiment trop fort pour ça. Je trouve aussi que le design des aliens n'est pas hyper inspiré, tu vois, je trouve que c'est ni extrêmement créatif, ni très beau, enfin ni très drôle, pardon. Ça aurait pu être un gag, un peu une farce, et je trouve pas ça hyper drôle, le design des aliens. D'ailleurs, de manière générale, je trouve que l'Antimos, il est génial quand il filme la bizarrerie du normal. C'est-à-dire quand il filme la vie quotidienne d'une CEO. On dirait vraiment une alien. Alors que c'est une vie quotidienne. Quand il filme des aliens bizarres, de manière bizarre, bon bah du coup l'effet s'annule un tout petit peu. Et enfin, je trouve que la dernière chose sur laquelle j'ai été un peu déçu quand le twist arrive, c'est que ça annule, enfin je dirais pas ça a annulé, mais ça a euphémisé un peu le pouvoir d'ambiguïté du film, qui est que depuis le début, cette Michelle, ça pourrait être une alien. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'était une alien, même si elle l'était pas vraiment. Elle parle, quand on la voit parler au début, c'est quand même une sorte de novlangue cryptique. Mais comme qu'on entend les politiciens parler à la télé, ils parlent un peu en langage alien, que personne comprend vraiment, avec des mots genre diversité, république, machin, on sait pas trop ce que ça veut dire. Elle, en plus, au début, on la voit, elle met des masques, elle se met des trucs sur la gueule en tout genre pour préserver son apparence. Il y a une super réplique, il y a une réplique que je trouve hyper drôle dans le film, mais il y a un moment où il lui dit... Teddy lui dit ouais, tu veux vraiment nous faire croire que t'es une femme de 45 ans? Parce que évidemment, je sais pas quel est l'âge de Emma Stone, mais dans le cas dans le film, elle ne fait pas du tout 45 ans. Et elle dit oui, non mais ok, c'est vrai que je mets plein de petites crèmes sur ma peau et tout. Donc ça c'est super. D'ailleurs, elle a pas de famille, elle s'en vive complètement seule. C'est un peu un cyborg et c'est un peu le mythe de la super businesswoman ou du super businessman. C'est un peu un mythe de cyborg, comme ça qui ont pas d'empathie, qui vivent uniquement dans le chiffre et dans on va dire dans une sorte de vie hyper stratégique, hyper froide et tout. Elle est d'un cynisme absolu. Quand elle dit à Teddy t'es un loser, moi je suis un winner, alors qu'elle est en train de le tuer, elle est quand même dans un niveau de cynisme total. Et donc pendant tout le film, moi je me suis dit avant ce twist, c'est génial parce que même si sûrement Teddy se trompe, c'est pas une alien. En fait, au second degré, si, c'est une alien. On va dire cette hyper bourgeoisie là, c'est une classe d'aliens. Et donc je trouve qu'on éclaire très bien les affects du complotisme. D'ailleurs, on pourrait se dire que moi ça m'a rappelé un peu pendant les débats entre Trump et Clinton, entre Trump et Kamala Harris, il y avait un peu un truc de genre Trump et Kamala Harris et Clinton, on considérait un peu que c'était des robots, que tu sais, elles avaient pas d'émotion, machin. Alors que Trump, c'est un vrai humain, quoi. Il crie, il parle le langage du peuple, machin. Je pense qu'il a gagné pour des raisons beaucoup plus profondes que ça, mais ça fait partie de son aura. C'est qu'il avait l'air d'un humain, alors que les démocrates, enfin, les candidats démocrates avaient souvent l'air un petit peu d'être des robots. Et donc je pense que là, on explore très bien les affects du complotisme. C'est-à-dire que, certes, évidemment que Mark Zuckerberg ou Hillary Clinton ne sont pas des reptiliens. Mais quand même, Oui, ils ont quand même un truc c'est quand même comme un peuple à part, quoi. C'est quand même des humains à voilà, part qui ils sont dans sont quand même l'entresoi un peu total. déshumanisés. Et Ouais. d'ailleurs, leur DA, enfin leur langage, leur look, machin, leur maquillage perpétuel participe de Le ça. fait qu'ils apprennent à parler en public à la perfection. Voilà. Il parle cette langue de bois ou cette novlangue et tout. Et donc, depuis le début, le corps de Michel, il était double. C'était à la fois un corps d'humaine et c'était à la fois un corps d'alien. Déjà, c'était à la fois un corps de victime et un corps de bourreau. C'était à la fois un peu la mère de Teddy et aussi la femme qui a tué sa mère. Enfin, il était toujours un peu double. Et donc, je trouvais ça un peu dommage que le film tranche, nous dise bon, bah, en fait, Ouais. si, c'est une alien. Bah, moi ça m'a pas forcément déplu autant que toi parce que je me suis Non, mais dit. attends, moi, je vais avoir une remarque plus positive après à faire sur ce twist, mais- Je me suis dit en fait, ça fait presque pas partie du film. Ça annule pas ce qu'il y a eu avant. Ce qu'il y a eu avant, on l'a ressenti, on l'a vécu, c'est là. Et en fait, c'est une espèce de scène bonus. Pour moi, c'est une scène bonus un peu pour dire déjà, bah, je suis réalisateur, je fais ce que je veux. Je vous mets un dernier plot twist que vous attendiez en plus depuis le début. À la fin, vous l'attendez plus. Eh ben, hop, je vous le mets quand même. Voilà, je fais un peu ce que je veux, je rigole. Et puis il y a aussi un peu une espèce de petit doigt d'honneur en mode bon, bah, tous les cinéphiles, voilà, comme ceux de la phase qui veulent analyser tout, ah bah non, en fait c'était vraiment une alien. Et c'est comme ça. Donc j'ai bien aimé. Et en effet, tu as raison, c'est
peut-être pas extrêmement nécessaire au film. Disons que le film est très très bon sans cette scène. Mais voilà, j'ai bien aimé cette fantaisie qui s'est permis lui-même. Non, moi je suis d'accord. Le côté farce, parce que là pour le coup, ce film qui était quand même une tragédie depuis le début, avec du comique, hein, on a dit, il y a beaucoup de trucs comiques, mais c'était quand même une vraie tragédie très lourde. On nous met un petit coup de farce pure à la fin. Moi, c'était pas le geste, je le trouve éminemment cool. C'était plus, je trouve que voilà, ce qui fait que les aliens ne plient pas en deux de rire. Alors que ça aurait pu, vraiment, je pense que les Monty Python auraient fait ça, ils m'auraient mis des aliens avec des longs cheveux, je pense qu'ils auraient eu des idées beaucoup C'est plus vrai drôles, voilà. y aurait un truc à faire. Ouais. Par contre, là où je sauve complètement ce twist, et je pense que en vrai, ma théorie serait, il l'a fait pour ça, C'est ce qui l'amène. c'est les plans qui l'amènent à la fin, Mhm. et où là, ils sont géniaux, quoi. Ça donne une galerie de plans, tu vois, l'idée d'avoir le couple qui sont en train de baiser et qui sont d'un coup immobiles, Mhm. Oui, le colis d'Amazon, enfin pas d'Amazon, mais de l'entreprise où ils ouais. bossent, qui est bloqué parce que tout le monde est La mort, mariée avec les yeux ouverts. la mariée, enfin voilà, c'est plein de plans super. Parce que voilà, elle tue, donc elle détruit l'humanité. En Ouais. étant donc cette alien, elle décide de détruire l'humanité. Et là, donc, il y a un enchaînement de plans des humains morts sur Terre. Et c'est vrai Ouais. que c'est splendide. C'est splendide en Parce qu'il y a plus. toutes les cultures. En plus, il y a une scène de classe dans un pays asiatique. Il y a, enfin bon, c'est très beau. Il y a un bateau qui avance. Il y a des gens, des Plein touristes. de religieux qui sont morts aussi. Ouais. Ouais. Non, c'est super. Et puis en plus, il a cette super belle idée, et je pense qu'il pour le coup rejoue beaucoup avec des motifs du film, c'est que les humains sont inanimés, mais qui continuent à avoir du mouvement. Mm. En fait, la vie continue. Et ça se voit dans plein de plans. T'as un plan où il y a un accident de voiture, et on voit beaucoup de fumée autour, on voit des oiseaux voler. Et évidemment, il y a le dernier plan de l'abeille. Ça déplace un peu le problème qui était un problème interhumain, un problème de lutte des classes, un problème de lutte, quoi, de lutte entre des êtres humains, à un problème de guerre interespèce, les aliens contre les humains, mais surtout les humains et les animaux. C'est-à-dire que ce qu'on voit beaucoup dans ces plans-là, et exemplairement dans le dernier plan, c'est des animaux. Et alors certes, notamment les abeilles qui ouvrent et qui closent le film, certes, elles étaient victimes surtout de la rapacité capitaliste, elles sont victimes des néonicotinoïdes, enfin de tout ça, mais elles sont aussi exploitées par Teddy. Ces abeilles-là, en fait, la petite agriculture bio, enfin bio, je sais pas, en tout cas, l'agriculture locale de Teddy, certes, est beaucoup moins violente chimiquement que les abeilles, mais elle les enferme quand même, elle les exploite quand même, elle les met dans des petites boîtes en bois pour en extraire du miel, elle les domine quand même. Et donc, en même temps que le film met en lumière les jeux de domination, on va dire interne à l'espèce humaine, prolétariat contre bourgeoisie, etc., il met aussi en lumière les jeux de domination entre les espèces, notamment par exemple les humains contre les abeilles. Et que ce que le film montre aussi, c'est que bah, notre extinction ne signifie pas la fin de la vie. Et que je pense que c'est là où l'Antimos est assez fort et qu'on retrouve son truc un peu expérience, c'est qu'il va essayer d'adopter un regard extra-humain sur le monde. En fait, nous, on est obsédés par notre propre finitude et on se dit, c'est l'apocalypse, les humains vont se tuer. Alors, parce qu'évidemment que dans l'apocalypse des aliens, il y a aussi un peu l'écho du réchauffement climatique, de tout ça, enfin de l'apocalypse qu'on nous annonce depuis longtemps. Mais qu'en fait, cet apocalypse, ce n'est pas du tout qu'un signe négatif. Les abeilles vont être extrêmement heureuses de la disparition des humains, comme peut-être plein d'autres, comme les vaches, comme les brebis, comme les cochons, vont probablement être très heureux de la disparition des humains. Et donc je pense que ces plans-là m'ont vraiment réconcilié avec le twist, parce que déjà ils sont très beaux, très inventifs. On n'a jamais vu, je pense, ces plans-là, on les a juste jamais vus avant. Et en plus, ils offrent un peu un regard un peu parallèle sur cette intrigue. En fait, les humains entre nous, on se massacre. Et en fait, on se massacre de manière ultra contemporaine avec le capitalisme, mais comme le montre le film, on se massacre depuis la nuit des temps, depuis les Grecs et depuis la préhistoire. L'histoire de l'humanité est une histoire d'un massacre, mais c'est pas qu'un massacre entre nous, c'est aussi on massacre les abeilles. Alors certes, encore une fois, ce massacre, c'est un massacre socialement identifié, c'est surtout le massacre du grand capital sur la nature, mais c'est aussi le massacre de tout un chacun. Moi, si j'élève des chèvres, même d'une manière très cool, je vais quand même tuer ces chèvres à la fin, je vais quand même les exploiter. Et donc le film, je pense, nous fait cette petite note un petit peu provocatrice et en même temps très belle. La fin de l'humanité, ce sera aussi l'avènement de plein d'autres modes de vie qui seront beaucoup plus heureux sans nous. Et alors, c'est marrant parce que ça mélange plein de choses, mais tu vois, je me dis aussi, il y a aussi un hommage à l'humanité malgré tout, parce que les humains qui sont filmés, ils sont morts certes, mais ils sont très très beaux. Oui. Ces musulmans qui priaient là dans un décor magnifique, c'est ce couple qui fait l'amour. Enfin, les marins.
ils sont quand même très beaux, ils sont mis en valeur. Non, c'est Il y vrai, a un hommage raison, aussi à la t'as raison. culture, aux différentes cultures, à la salle de classe, enfin à tous ces humains-là qui sont aussi beaux au final dans ce qu'ils font, quoi. Non, t'as raison. Ce qu'on voit, t'as raison. Moi, ça m'a touché aussi, notamment les plans des musulmans qui prient et des plans de voitures écrasées. C'est que c'était quand même beau les endroits qu'ils filment Ouais. et que les constructions humaines, c'est quand même vachement beau. Et d'ailleurs, je pense que le film, en ça, est aussi, en même temps qu'il nous montre bien qu'il n'y a pas que l'humanité dans la vie. Dans la vie, il y a les abeilles et les abeilles sont complètement indépendantes, voire heureuses du fait que les humains disparaissent. En même temps, les humains ont fait des choses sacrément belles. Et d'ailleurs, je pourrais finir là-dessus. En même temps que je trouve que Teddy, puisque moi quand même pendant le film j'étais en mode c'est n'importe quoi, son histoire d'alien, en même temps que du coup j'ai un peu un truc de mon pauvre, t'es tellement paumé, en même temps je suis très admiratif de ce qu'il fait. Sa reconstitution en 3D du Ouais, modèle ouais, il est des chaud. aliens, je pourrais dire la même chose de Michel d'ailleurs. Sa technologie qui est rapace et qui est vorace et qui vise à faire du profit sur la mort des êtres est quand même une technologie éminemment admirable sur sa capacité scientifique, son imaginaire, c'est voilà tout ce que l'humanité a mis à profit, certes pour se détruire, c'est quand même des monuments techniques ou des monuments architecturaux qui sont quand même pas dégueux quoi. Ouais, et c'est là où vraiment Lantimos est fort, c'est qu'il sublime tout. Tout le film est beau. Mm. Donc en fait, peu importe ce qu'il filme, il le filme de façon à ce que ce soit beau. Mm. Ben voilà, c'était une sacrée analyse. Merci beaucoup, Hugo. Ben merci à toi, on était content de se retrouver avec un film de ce niveau-là. Ouais, ça faisait un petit moment en plus, je crois qu'on Ouais. n'avait pas sorti grand-chose. Puis les autres films qu'on avait envisagé de faire nous emballaient clairement moins que Ouais. celui-là, on va pas dire les noms, mais on a vu quelques trucs qui nous ont pas forcément emballés. J'ai Là, envie on de dire le nom maintenant. voilà. Non, faut pas ça, faut pas On ça. s'est réconciliés sur quelque chose qui nous a tous les deux mis d'accord sur Ouais. oui. Complètement. Merci beaucoup Hugo pour ton analyse, pour ta finesse d'analyse. Et merci à vous, auditeuristes de La Phase, de nous avoir écoutés. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Grave, à bientôt. Ciao.